Bonsoir et bienvenue sur Objectif Gare. Il est 19h, c'est l'heure de 19h le live. Jingle. Ce soir, au sommaire de notre émission, c'est le sénateur et ex-président du département du Gard qui sera avec nous, Denis Boide. Dans quelques instants, reviendra sur ses premiers pas au Sénat. On parlera de l'actualité autour de la Covid, mais aussi de l'actualité politique, notamment au département. Bonsoir, Monsieur Boide. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. On recevra également Hervé Georges Bascou, l'avocat nîmois, spécialiste du droit du travail et docteur en droit. Il viendra nous parler des conséquences du coronavirus dans les entreprises et de l'instauration du télétravail. On vous proposera notre reportage du jour. Notre journaliste Anthony Morin s'est rendu dans les magasins de sport nîmois qui ont mis en place, depuis le reconfinement, le fameux Click and Connect. On accueillera ensuite en plateau Paul Samut, le docteur en pharmacie et herboriste à Nîmes, qui nous donnera quelques astuces pour arrêter de fumer. C'est l'une des nouveautés de 19h le live tout à l'heure avec Lundi Santé. Notre journaliste Boris Boutet nous donnera des nouvelles du village des Margues et vous retrouverez, comme chaque soir, la Minute Reconfinement et à partir de ce soir, la météo de demain avec Julien de Météo Gare. Merci à tous d'avoir choisi 19h le live, place aux 24h Actu. Et pour ce 24h Actu, on accueille tout de suite Coralie Mollaret, notre journaliste. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Boide. Bonsoir Coralie. Vous allez bien Coralie ? Très bien. Allez, on démarre donc avec les parents d'élèves inquiets du non-respect des gestes barrières. Et oui, manque de gel hydroalcoolique, locaux pas assez nettoyés et classe en sureffectif. La FCPE du Gard dénonce un manque de moyens dans les établissements scolaires. S'ils sont favorables à leur réouverture, les parents s'inquiètent de la sécurité sanitaire des jeunes. En pleine épidémie, la fédération réclame donc au gouvernement de débloquer des crédits, d'embaucher des fonctionnaires pour conjuguer sécurité et scolarité. Aujourd'hui, on a rendu hommage au général de Gaulle à Nîmes. Ce 9 novembre marque les 50 ans de la mort du général. Un hommage lui a été rendu ce matin au square du 11 novembre. Les représentants de la ville, de l'État, les anciens combattants étaient présents. Charles de Gaulle a su donner à la France la place qui était la sienne après la Seconde Guerre mondiale, a commenté la préfecture. Et à Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, de rappeler qu'en février 1960, il était présent sur l'esplanade pour assister au meeting du général. À présent, on parle de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et oui, le leader de la France Insoumise l'a annoncé hier. À Nîmes, l'annonce a été bien accueillie. Rappelons que Jean-Luc Mélenchon y est arrivé en tête à la présidentielle 2017. C'est le meilleur candidat à gauche, a acclamé François Séguy. François Séguy, vous savez, c'est un ancien élu, la France Insoumise à Nîmes. Il s'est notamment illustré par son refus de suivre le candidat écologiste Daniel Richard au municipal. Vous avez des nouvelles de Daniel Richard ? Non, et je crois que personne n'en a. Peut-être Monsieur Boide. Monsieur Boide. Pas de nouvelles non plus. Non plus. Et le militant attend toujours que sa famille politique, je cite, remette de l'ordre dans la maison nîmoise. Au département, la réélection de la présidence doit bien se tenir le 27 novembre. On va en parler dans quelques instants. Voilà un sujet qui va intéresser Denis Boide. Oui, la préfecture, en tout cas, travaille en ce sens. Si certains sont tentés de vouloir prolonger l'intérim d'Alexandre Pissas, la loi est claire. La réélection de l'exécutif doit s'opérer dans le mois qui suit la démission du président. Denis Boide ayant démissionné le 28 octobre, l'exécutif a encore quelques jours pour convoquer l'Assemblée, surtout que l'actuelle crise sanitaire n'empêche pas les séances de se tenir. Rappelons que la majorité de gauche a choisi la socialiste Françoise Laurent Périgot pour lui succéder. Et on a une très très bonne nouvelle, Coralie, puisque le show Star 80, une autre histoire, sera dans les arènes l'été prochain. Et oui, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui nous met du baume au cœur en cette période de confinement. Les stars des années 80 seront en concert dans les arènes le 25 juillet. Parmi les artistes présents, peut-être que Denis Boide en a des favoris, Sabrina, Jean-Hugues Lahaye, Zouk Machine et Émile Images. Le show permet de la nouveauté tout en conservant le caractère festif des arènes de Nîmes. Allez, on espère d'ici là trouver un vaccin, cap sur les arènes, parce qu'on en a bien besoin. Merci Coralie pour toutes ces informations. Rappelons qu'en fin d'émission, on retrouvera le premier numéro de la météo du lendemain dans le département par Julien de Météo Gare. Est-ce que Coralie, en attendant, vous restez avec moi pour interroger M. Boide ? Avec plaisir. Je pense que vous en avez très envie. Bonsoir M. Boide. Oh, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bon, la première question que j'avais envie de vous poser, comment il va, notre sénateur ? Je vais très bien.
Je vais très bien parce que mes premiers pas au Sénat, j'ai été très bien accueilli. C'est une fonction qui est complètement différente de celle que j'avais ces derniers mois ou ces dernières années. Mais il faut que je libère mon esprit du département un petit peu pour laisser un petit peu plus de place au Sénat et rentrer dans cette problématique d'un sénateur qui est là pour étudier toutes les lois qui sont proposées par le gouvernement, mais aussi proposer des amendements, proposer des lois nouvelles. Et c'est tout ce travail-là que je suis en train de... Oh, moi, vous savez, je suis quelqu'un de modeste. J'apprends. Quel rôle vous avez envie de jouer pour autant au Sénat? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des commissions qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a... Non, mais là, je peux vous répondre, puis j'ai eu la chance. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance, d'ailleurs. J'ai demandé à Patrick Caner d'avoir la commission économique. Pourquoi la commission économique? Parce qu'on y retrouve l'agriculture. J'en arrive de l'agriculture. Je crois que c'était bien que je sois dans cette commission-là. Cette commission-là, pour vous citer quelques items qui y sont, il y a le tourisme. Bon, le tourisme aussi, je pense que j'ai quelques compétences dans ce domaine-là. Et puis, c'est tous ceux qui tournent autour des entreprises et de l'aménagement du territoire. Et là aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et vous savez, cette commission économique, je n'avais pas l'impression qu'elle soit demandée à ce point, mais ça n'a pas été aussi évident de faire partie des 9 représentants du groupe socialiste qui sont dans cette commission. Lorsqu'on vous écoute, on a vraiment l'impression que vous envisagez votre mandat de sénateur différemment que Laurent Burgoa. Laurent Burgoa, lui, met beaucoup en avant les élus locaux. Vous vous positionnez plutôt dans des cercles de réflexion pour essayer de faire avancer. Je crois qu'il ne faut pas oublier les élus locaux. Et si vous voulez, on aura l'occasion, au cours de cette émission, de revenir sur la problématique auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, en termes de budget, en termes de fonctionnement, en termes de compétences, en termes d'expérimentation. On peut y revenir autant que vous voudrez, mais je voulais simplement dire que j'ai plutôt choisi cette commission que la commission des lois ou que la commission des affaires européennes, parce que c'est une commission où je me sens personnellement beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là. Un mot peut-être sur vous. Vous avez dit que c'était compliqué de quitter les affaires du département, la présidence du conseil départemental. Est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué que vous êtes encore élu, donc conseiller départemental, vous avez un pied dedans, un pied dehors finalement? Alors, vous savez, moi je fais partie de ceux qui étaient, cette loi, qui était une belle loi sur le cumul des mandats. Mais après, donner à un sénateur la possibilité d'avoir un rôle d'élu de proximité, parce que conseiller départemental, c'est un rôle d'élu de proximité. Conseiller départemental, c'est pas du tout le même rôle, même s'il y a un rôle certain, que le rôle de président. Ça ne demande pas une implication de tous les jours comme je le faisais. Moi, j'étais au département tous les matins à 8h au moins 20, je partisais à 19h30 tous les soirs. J'étais là du lundi au vendredi. Mais justement, est-ce que quand on y est encore, on n'est pas tenté On avait, quand on est président, des représentations à faire, des rendez-vous à prendre et à organiser. On avait des décisions difficiles à prendre. Ce n'était pas toujours évident. S'il y avait une abondance financière, les décisions étaient beaucoup plus faciles quand il fallait. C'est plus facile de dire oui que de dire non. Et donc tout ça, c'est des choses qui... Préparer l'avenir, être à côté des entreprises, construire des collèges, construire de la maison du département, on voit que ça vous etc. passionne. Mais la question, c'était est-ce que c'est pas compliqué d'être élu à la fois? Non, je pense pas, parce que ça me permettra quand même de rappeler au gouvernement le rôle des départements. D'accord. Je crois qu'on a complètement oublié. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer avec le gouvernement, hein, mais j'ai vu le confinement du mois de mars. Vous savez ce que j'ai dit au mois de mars? J'ai dit que ces élections municipales, il fallait les renvoyer. On est allé faire voter 21 millions de personnes dans des conditions qui ne sont pas allées voter pour la plupart d'entre elles d'ailleurs, avec un taux de participation extrêmement bas, dans des conditions sanitaires qui étaient inacceptables. Et si ce n'est pas parce qu'ils avaient fait 6 mois de plus que ça aurait bloqué le système complètement. On a besoin dans ce département et avec cette crise sanitaire de ne pas avoir en plus une crise économique. Et je crois que c'est important parce que... vous vous rappelez combien de fois a pris le président de la République à parler du département? Parler des mairies, parler des collectivités territoriales, des agglos, des EPC, des communautés de communes, des régions, une fois du département. Le Premier ministre a fait pareil pendant de longs mois. Ils ont complètement oublié que ce qui apporte le côté aux personnes les plus démunies, c'était d'abord le département. Un mot de la crise sanitaire. On a constaté que vous aviez voté la confiance au gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que ça signifie que vous êtes d'accord avec la stratégie du gouvernement? Non, pas du tout. Soyons sérieux. Vous croyez que c'est aujourd'hui, vous prenez l'exemple de ce département. L'indice 600 sur 100 000 habitants, 2 fois supérieur à la moyenne nationale.
Il y a des gens qui sont en réanimation de ces heures-ci où on parle. Il y a des gens qui ont le Covid. Il y a des gens qui sont asymptomatiques. Il y a des gens qui, dans ce département, en souffrent. Et nous, on n'aurait pas voté la confiance au gouvernement en oubliant tout ce problème sanitaire auquel on est confronté. Moi, ce que je peux reprocher à ce gouvernement, mais ce n'est pas le moment, et quand le moment sera venu, nous le ferons, avec le groupe socialiste et Patrick Kanner s'y est engagé. Nous le ferons parce qu'il y a un manque d'anticipation. Vous vous rendez compte qu'il y a une pénurie de vaccins contre la grippe cette année? Est-ce que sur les commerces, des annonces vont probablement arriver en fin de semaine ou la semaine prochaine? Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture ou la réouverture des commerces non essentiels? Il faudrait quand même que, quand on parle de fermeture ou de réouverture, il faudrait qu'on soit clair quand même. Parce que là, on est en train un petit peu de travailler à, comment dirais-je, au jour le jour. Un coup, c'est le commerce de proximité qu'on ferme systématiquement, mais on laisse les grandes surfaces ouvertes. On ne se préoccupe pas du tout du commerce sur Internet, qui est quand même une forme de commerce qui échappe à toutes les contraintes. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui ont déjà fermé pendant 2 mois au mois de mars, qui vont encore refermer pendant 2 mois. Vous prenez un exemple, nous allons arriver aux fêtes de fin d'année à Noël. Les magasins de jouets, là, qui ont commandé leurs jouets. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'il va falloir payer au mois de janvier, parce qu'ils auront un délai de paiement de quelques semaines pour pouvoir payer en janvier quand ils les auront vendus. Il faut rouvrir ou pas alors? Mais là, ils vont faire comment? Si on interdit à ces gens de pouvoir réouvrir leur magasin. Donc je pense qu'il faut avoir une vision. Il faut être clair sur la problématique sanitaire. Il ne faut peut-être pas que dans ces magasins de jouets, on ait une foule de personnes qui rentrent en même temps. Il faut peut-être qu'il y ait un certain nombre de personnes qui y rentrent. Il faut prendre des conditions de sécurité absolue au point de vue sanitaire. Mais pour autant, on ne peut pas tuer tout un pan de l'économie. On parle du département, Coralie? Oui, alors un mot sur le département. On a constaté qu'il y avait plus 1000 bénéficiaires du RSA depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que ça vous inquiète? Mais vous savez, ça m'inquiète depuis longtemps. Regardez ce que j'ai fait déjà au printemps, quand j'ai décidé que j'allais, avec le MAS des agriculteurs, acheter tout ce qu'il y avait comme légumes ou comme différents produits qu'on peut retrouver au MAS de l'agriculture pour les mettre à disposition de la banque alimentaire, qui les redistribue dans toutes les structures associatives ou communales du département. On ne se rend pas compte dans ce département, où c'est le 4e ou le 7e département de France, le plus pauvre, qu'on soit le 4 ou le 7, ça n'a pas d'importance. On ne se rend pas compte des difficultés que les gens connaissent au quotidien. Mais le problème, quand vous parlez avec ces hommes, ces femmes qui travaillent là dans le milieu associatif, ils vous disent que les gens qui viennent maintenant au Restaurant du Cœur ou ailleurs, Secours populaire, Secours catholique, etc., ce sont des gens qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Quand on a été président, parce que je ne le suis plus depuis quelques jours, quand on a été président d'Habitat du Gard, on s'aperçoit que l'impayé de loyer n'est pas forcément l'impayé qu'on connaissait d'habitude. L'impayé de loyer, il est sur la personne qui gagne 1 200 € par mois, qui s'est retrouvé au chômage partiel, qui prend plus que 85% de son chômage. Et là, les fins de mois sont encore plus compliquées. Ce qu'on peut voir avec les bénéficiaires du RSA, c'est l'impact de la crise sanitaire sur l'économie, in fine, sur votre collectivité. Les bénéficiaires du RSA, vous avez raison, on est ça dans un département. représenterait combien à peu près? On est à 196 millions d'euros de dépenses aujourd'hui. Voilà ce qui est au budget. On a pris 1000 bénéficiaires du RSA depuis le mois de juin-juillet, dans l'été. Ces 1000 bénéficiaires, si vous les mettez à 500 € par mois, multipliés par 12 mois, multipliés par 1000, vous allez voir la somme que ça fait. Et ça, ce sont bien des gens... C'est plus d'une dizaine de milliers d'euros, 2 millions d'euros, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, ça va aux alentours de 12 millions d'euros. C'est du budget qu'il va falloir ajouter. Et là, il va bien falloir que le gouvernement comprenne là qu'il faut une compensation forte de l'État, sinon les départements vont exploser financièrement. Pensez-vous que c'est vraiment possible? Parce que ce n'est pas la première fois que vous le dites. Même si vous l'avez vu, la santé financière de ce département est correcte et bonne. Un mot sur le budget, parce qu'on en parlait. Le budget 2021, alors, se prépare. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans, justement, pour répondre à cette crise sanitaire? Il y a 2 choses qu'il faut faire. Il faut se préoccuper des plus démunis. Il faut se préoccuper des plus démunis, celles et ceux qui souffrent au quotidien. Et il y en a dans ce département, on vient d'en parler. Donc il faudra un budget au niveau du social qui soit un budget correct, qui réponde à nos attentes. Il faut aussi soutenir dans le même temps l'économie. Vous savez, j'avais réussi au cours de ces dernières années à faire passer la capacité de désendettement du département à 5,5 ans et 6 mois. Tant pis si on augmente. Regardez le gouvernement ce qu'il fait tous les jours, là. On n'avait pas d'argent et puis d'un coup, c'est tous les soirs des milliards d'euros. Il faut davantage emprunter pour investir. Je crois qu'il nous faut garder
une capacité, c'est ce que je vais défendre moi comme idée, alors après je ne sais pas si je serai suivi, il faut garder une capacité d'investissement forte pour qu'on puisse permettre à nos entreprises du travaux publics ou du bâtiment de continuer des chantiers sur les routes, des chantiers bâtimentaires, etc., pour éviter les licenciements dans ces entreprises. Alors votre budget annuellement, quand j'ai fait ce pacte pour les entreprises gardoises, c'était bien mon souci, c'était bien de faire baisser le taux de chômage, relancer l'économie et soutenir l'économie. Les entreprises de travaux publics, c'est 70% de leur chiffre d'affaires qui sont des marchés publics. Donc on partirait sur un budget d'investissement qu'on maintiendrait ou qui serait augmenté de quelques millions d'euros? Non, il sera maintenu. Vous savez, quand on donc fait 130 millions d'euros environ quand on par an. fait 120-130 millions d'euros, c'est la dépense moyenne que nous faisons ces dernières années. Monsieur Boide, quel regard vous portez sur Alexandre Pissas, qui assume un intérim le temps de la prochaine élection à la fin du mois de novembre? C'est une bonne question. Vous savez, j'ai des collègues qui ont été élus comme moi, sénateurs dans plusieurs départements, 4 ou 5. L'élection du président s'est passée dans les semaines, dans les jours qui ont suivi. Bon, nous irons jusqu'au 27 novembre. Ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de temps pour qu'on soit capable et en mesure de voter un budget avant le 20 décembre. Tout le reste m'importe peu. Donc monsieur Pissas, c'est un peu durer le plaisir à vous écouter. Si ça y fait plaisir. Le budget, selon vous, doit être voté en décembre? Mais le budget, si nous ne le votons pas en décembre, moi j'ai la conviction que les élections départementales et régionales n'auront pas lieu au mois de mars comme prévu. Elles auront lieu au mois de juin. Je pense que nous orientons... C'est que cette crise de Covid va nous amener jusqu'en décembre. C'est que les campagnes électorales sont difficiles à organiser. Donc on va avoir un report de ces élections. Il nous faut voter le budget maintenant. Quelle que soit la majorité qui sera élue dans les urnes au prochain renouvellement, ils auront toujours la possibilité de faire une décision modificative de crédit et de faire un budget à leur guise. Mais par contre, toutes les associations que nous accompagnons, et notamment encore une fois dans le domaine du social, mais dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans différents domaines, elles pourront percevoir leurs subventions au mois de février, comme nous le faisons toutes les années depuis 5 ans et demi. Au plus vite on vote le budget, au plus vite les associations sont aidées. On ne va pas les laisser dans la souffrance et dans la difficulté. Est-ce que vous pensez garder une majorité, même relative, de gauche? Pourquoi vous ne voulez pas que je suis... Vous savez... Non, je pose des questions, monsieur Boide. Après... Je suis d'un naturel optimiste. Des fois, il faut que je me corrige. Alors, vous allez me dire, c'est prétentieux, mais tant pis. Moi, j'ai la conviction que nous avons fait un bon mandat. J'ai la conviction que nous avons un très beau bilan. J'ai la conviction qu'on peut monter un très beau projet. J'ai déjà travaillé pendant des mois sur ce projet avec tout le cabinet à l'époque. Nous avons besoin aujourd'hui de l'affiner. Nous avons besoin de le faire partager. Vous savez ce que j'ai réussi aux élections sénatoriales? On l'a oublié un peu vite parce qu'on est vite passé sur les sénatoriales. Mais c'est pas grave. Vous avez échoué, vous vouliez 2 candidats, vous avez été élu seul. Carole Bergerie n'a pas été élue, monsieur Boide. Oui, mais regardez, j'avais avec moi Carole Bergerie, une dame en 2e position, vice-présidente du département, maire de sa commune, qui pour 7 ou 8 voix n'a pas été élue. 9. 9, oui, il y en avait 2 que je comptais qu'elle ferait quand même. Pour 9 voix n'a pas été élue. On a passé proche de l'exploit parce que nous avions qu'un sénateur avant. Oui, mais monsieur Boide, elle n'a pas été élue à cause de la division. La question d'Abdel, aujourd'hui, elle est légitime. Est-ce que la gauche divisée risque de perdre le conseil départemental du Gard? Et la deuxième chose, quand vous parlez de gauche divisée, moi je vais vous répondre, c'est une gauche unie. Nous avions un communiste sur cette liste, nous avions un représentant des Verts sur cette liste, et nous avions un représentant des radicaux de gauche sur cette liste. Si c'est pas ça l'union de la gauche, et si c'est pas ça l'union des forces de gauche, dites-moi une chose, il faut que je recommence. Mais est-ce que vous êtes surpris que la droite aujourd'hui présente... Mettons-nous bien d'accord sur ce dossier-là. Si nous sommes capables de reproduire, et je vais m'y employer, ce même process pour les élections départementales, nous gagnerons la majorité du département. Qu'est-ce que nous avons fait? On oublie un peu vite que nous sommes dans un département où le Front National fait entre 35 et 55% des voix, ou 51% des voix. Donc on peut avoir des triangulaires. Et on en aura. On peut avoir un petit peu... Je regarde un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. C'est pas toujours très sympathique. Donc moi je crois que si nous avons des candidats, je ne crois pas, j'en suis sûr, si nous avons des candidats uniques dès le premier tour, nous pouvons effectivement avoir une majorité confortable. On vous parle du 27 novembre. Est-ce que vous êtes surpris que la droite présente un candidat le 27 novembre? La droite, elle présente un candidat, c'est tout à fait légitime. Nous sommes 22, ils sont 21, il y a 3 voix du Front National.
Est-ce que vous pensez que la droite peut gagner avec les voix du Rassemblement national? Comment on peut gagner quand nous en avons 22, nous, et eux 21? Alors eux disent, la droite dit qu'il peut y avoir quelques désaffections dans vos rangs, notamment Alexandre Oui, Pissas. mais moi je dis pareil. Donc, balle au centre. Alors expliquez-nous concrètement, parce qu'on n'a pas compris, la stratégie pour que la gauche reste unie. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la gauche reste unie? C'est pas que je veux pas, c'est que Nous j'essaie de allons, comprendre nous votre allons avoir stratégie. une élection avec Françoise Laurent-Périgot qui a été décidée à l'unanimité des Ça, c'est la petite clochette pour nous dire qu'on des a conseillers, déjà débordé. des conseillers présents. Ça sera la candidate de la majorité départementale. Elle va faire 22 voix. Elle ne sera pas élue au premier tour. Elle ne sera pas élue au second tour. Elle sera élue au troisième tour. 21 voix contre 22, donc nous aurons gagné, et 3 voix du Front National. Je ne vois pas le Front National voter pour la droite, ou je ne vois pas la droite accepter les votes du Front National. Monsieur Boide, vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez heureux d'être sénateur. Est-ce que quand même, on est obligé de vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir quitté un peu le navire du département au plus mauvais moment? Pourquoi le plus mauvais moment? Parce qu'il y a une crise sanitaire. Mais moi, je suis à la disposition du département. Il y a une crise sanitaire, oui, je viens d'en parler. Et je suis là en train de vous faire des propositions. Mais est-ce que vous n'avez pas... Ces propositions, elles sont partagées par la majorité. Je n'ai pas quitté le département, je suis conseiller départemental. Mais c'est pas vous qui tenez la barre, c'est pas la même chose. Ah ouais, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. J'ai lu ça quelque part sur un papier qui n'était pas si mal que ça d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas privilégié des intérêts nationaux du Parti socialiste au détriment du local? Parce que c'est quand même la direction nationale du Parti socialiste qui vous a demandé d'aller au Sénat, Monsieur Boide, cet été. Parce que vous n'en aviez pas envie jusque-là. Vous aviez envie de rester au département. C'est une question indiscrète, mais je vous réponds que oui, c'est la vérité. C'est la direction nationale qui m'a un petit peu forcé la main. Simon Sutour, Damien Alary, d'autres, et Carole Delga, qui m'ont un petit peu forcé la main pour aller au Sénat. Parce que, imaginons que cette élection au Sénat, on l'ait complètement perdue à gauche. Dans quelles conditions nous serions arrivés aux élections départementales quelques mois après? Il nous fallait faire voir que la gauche, elle était là. La gauche a perdu le 2e siège pour pas grand-chose. Et on voit bien qu'on avait tout intérêt. Mais je suis confiant dans l'avenir, moi. À vous entendre, on voit que vous n'êtes pas totalement sorti du conseil départemental. Et pour cause... Non, mais j'abandonne pas le navire, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et puis je ne l'abandonnerai pas. Parce que je suis profondément... je vous l'ai dit, je vais à Paris. Vous m'avez dit tout à l'heure, Laurent Burgoa va défendre les collectivités territoriales. Moi aussi, je fais ça toute ma vie. Donc, c'est pas un souci pour moi. Mais il y a des choses qu'il nous faut améliorer. Les dotations de l'État aux collectivités territoriales, les différentes réformes. Vous avez essayé avec le député Olivier Gaillard, ça n'a pas marché, hein, mais qui était votre ami que vous avez soutenu aux législatives. C'est toujours mon ami. La question, c'était plutôt de dire, voilà, le département vous passionne, vous êtes élu depuis des décennies, 3 décennies, je pense, c'est ça? C'est bien ça? Vous me dites si je me trompe. J'ai commencé en 83. Oui. En 83. Et du coup, vous êtes candidat au départemental oui, je serai candidat au mois de mars, au mois de juin au départemental. Est-ce qu'on peut imaginer, vous venez de nous dire que vous étiez à disposition de la collectivité si elle en avait besoin, peut-on imaginer que vous allez vous représenter à la présidence? Je pense qu'on ne se comprend pas, ou je m'exprime mal, excusez-moi. Le président, effectivement, c'est celui qui organise, c'est celui qui donne le cap, c'est celui qui fait la synthèse, c'est celui qui... Alors en plus, quand on n'a pas de majorité, c'est celui qui compose aussi avec l'opposition, qui fait en sorte que son budget puisse se passer. Qui aurait dit de moi que j'allais faire voter 5 budgets en 2015? Personne. On a fait voter 5 budgets, on n'a jamais eu de problème particulier, ça s'est bien passé. Mais je peux toujours, en tant que conseiller départemental, parce que je n'ai pas travaillé tout seul. J'avais toute une équipe de vice-présidents, bien sûr, mais aussi de conseillers départementaux qui m'ont accompagné dans cette tâche qui était ô combien difficile. Mais après, effectivement, il y a un certain nombre de... je ne sais pas, moi, aller rencontrer les syndicats. C'est au président de le faire, c'est pas au conseil départemental d'Uzès que je saurais peut-être demain de le faire. Et vous ne répondez pas à la question, c'est juste, est-ce que présider le conseil départemental, vous le désirez encore ou est-ce que c'est fini? Non, je crois que j'ai tourné la page. Et puis j'ai tourné la page, mais sans aucune amertume, je veux dire. Hein. J'ai fait mon temps, j'ai fait, je crois, ce que je croyais de bien. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait et j'accompagnerai la prochaine présidente dans sa fonction de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Merci beaucoup, Monsieur Boide, d'avoir été avec nous dans l'émission et d'avoir répondu à nos questions. Mais vous restez avec nous si vous voulez bien jusqu'à la fin de l'émission. On a encore pas mal de choses à vous proposer et puis on vous fera réagir, bien évidemment.
Je vous remercie, mais je reste là. Allez, je vous propose à présent de découvrir notre reportage du jour. Notre journaliste Anthony Morin s'est rendu dans les magasins de Sport Nîmois qui ont mis en place, depuis le reconfinement, le fameux Click and Connect. Drive, Click and Collect, e-réservation. Des termes auxquels les Gardois s'étaient habitués lors du premier confinement et qui sont de retour pour permettre aux commerces non essentiels, dont les magasins ne peuvent plus accueillir de clients, de répondre à leurs demandes. Nous nous sommes rendus à Decathlon qui propose entre autres un service de retrait des commandes en moins de 4 heures. Maxime, responsable d'exploitation du magasin, nous explique le fonctionnement. La personne vient directement le récupérer ici s'il a fait le choix de le récupérer en magasin. Il se gare sur le parking. On a un welcomer qui vient proposer de se garer à tel endroit et appeler au talkie-walkie un collaborateur qui est en magasin pour savoir à quel nom il faut donner le colis. On récupère le colis qui est déjà préparé en magasin par une équipe spécifique et on l'amène dans le coffre de la voiture avec un bonjour et un sourire, même s'il y a le masque. Des efforts ont été faits pour limiter les ruptures de stock. La rupture de stock, c'est un mot interdit chez nous. En fait, on a eu des ruptures sur le premier confinement, on en a beaucoup moins sur ce deuxième confinement. Alors, il en existe évidemment toujours un peu malheureusement, mais c'est quand même bien moindre que le premier confinement. Contrairement aux commandes 100% Internet, le Click and Collect permet de garder un lien entre l'enseigne et ses clients. Nous, on est ravis de recevoir encore nos clients. Le contact humain, il est super important pour nous. Donc, par rapport au premier confinement, là, on a encore la chance, on parle bien de chance, c'est le cas de tous les collaborateurs, de pouvoir encore travailler en magasin et surtout de pouvoir encore voir les personnes en direct, physiquement. C'est le plus important pour nous et l'offre de retrait commande, c'est ce qui, pour nous, est la meilleure des valeurs, c'est d'avoir encore ce contact. Même chose du côté d'Intersport, où le service de livraison à domicile rencontre un certain succès. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'exemple, on a à peu près à l'heure actuelle 80 commandes de livraison à domicile qui sont tombées entre hier soir 19h et ce matin 9h. Et puis tout au long de la journée, on peut capter les commandes et les faire livrer au plus vite. Mais quels sont les équipements sportifs plébiscités par les Gardois durant ce nouveau confinement ? Ce qui fonctionne le plus, comme au premier confinement, c'est le rayon musculation. Voilà, les Gardois se mettent au sport à la maison. Et le rayon cycle également, où on a une forte hausse des ventes de vélos et de vélos à assistance électrique. Tout comme à Decathlon, c'est le contact humain et le fait de consommer dans son magasin qui ravit la directrice adjointe d'Intersport. On remercie les Gardois de toujours consommer chez nous et de ne pas oublier le magasin. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir les servir avec les gestes barrières qu'il faut. Donc merci pour votre disponibilité et on vous rend l'accueil au mieux. Allez, à présent, c'est l'heure de Lundi Santé. Et on accueille tout de suite en plateau Paul Samut, docteur en pharmacie et herboriste à Nîmes. Bonsoir Paul. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Comment ça va Paul ? Toujours. Depuis la semaine dernière. La forme, toujours. Bon, c'est le mois de novembre, de quoi tu vas nous parler Paul ? Le mois de novembre pour tout le monde, c'est Movember, donc quand on se laisse pousser la moustache. Et comme ici, personne n'en a, on va parler d'autre chose. Ok, forcément, car depuis quelques années, je sais où c'est que tu veux nous amener. Le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Donc, tu vas nous expliquer comment arrêter de fumer. Exactement, le mois sans tabac, on en parle de plus en plus. Et c'est vrai que le tabac, en fait, c'est une addiction et les gens ont du mal, en fait, à s'en défaire. Et c'est pour ça que quand qu'ils essayent d'arrêter de fumer, ils compensent. Et ils compensent avec quoi ? Avec des bonbons, avec des sucreries, avec de la nourriture ? Avec tout ce qu'ils ont sous la main. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, heureusement, il y a des plantes qui permettent de stopper cette addiction. Il y a une plante que j'aime beaucoup, c'est le kudzu. Le kudzu, c'est une plante asiatique. Ça s'écrit comment, monsieur le sénateur ? Je ne sais pas du tout. Voilà, en plus, ça m'intéresse. Donc, c'est K-U-D-Z-U, comme ça se prononce. Ça fait 40 points au Scrabble. Et donc, le kudzu, en fait, à l'intérieur, vous avez un actif qui va se fixer sur les récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau. Donc, en fait, ça va envoyer un leurre. Ce qui fait que votre cerveau pense que vous fumez. Et donc, vous n'êtes pas en état de stress permanent et vous vous déshabituez naturellement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient à 2 paquets par jour, ils sont tombés à 2 cigarettes très très rapidement sans être énervés et sans avoir pris de poids. Et c'est naturel en plus. Ah oui, c'est une plante, c'est complètement naturel. Est-ce qu'on peut fumer quand même ? Oui, alors contrairement aux patchs et Pas beaucoup.
Oui, bah, bien sûr. Mais en fait, contrairement aux patchs et aux substituts nicotiniques, en fait, il faut pas fumer. Hein, c'est totalement déconseillé. Et là, en fait, si vous fumez en même temps que vous prenez du kudzu, la cigarette, elle a... Enfin, ça, je dis les retours que j'ai, c'est que les gens, ils apprécient beaucoup moins cette cigarette. Elle a pas de goût. Et donc, du coup, en fait, on a même plus envie. Paul, est-ce que sur la durée, ça fonctionne? Parce que souvent, effectivement, il y a l'envie d'arrêter de fumer. On va effectivement, pourquoi pas, prendre des plantes, de l'homéopathie, etc., etc. Mais très rapidement, on a le manque qui s'installe au bout de plusieurs semaines. Et là, on a envie absolument de reprendre une cigarette. Est-ce que dans les retours de tes clients, tu as vraiment quelque chose qui fonctionne? Ouais, bon, déjà, il y a la volonté quand même pour arrêter de fumer. Mais c'est vrai que la plante permet de se déshabituer. Après, il y a des gens qui sont quand même très accros et on peut rajouter donc un petit peu de passiflore, un petit peu d'aubépine, un petit peu de lobélia quand les gens sont vraiment énervés. Merci beaucoup, Paul. Alors, Denis? Moi, ça m'intéresse. On le prend comment? Comme une tisane tous les matins? Comment on le prend, ça? Non, en gélule. En gélule? Ah, comme ça, vous êtes sur le plateau, petite gélule, ça se voit pas. Hop. Et il faut en prendre combien dans la journée? Ouais, on peut aller jusqu'à 5, sans problème. Même 6, 7, mais rarement les gens ils vont jusque-là. Souvent, ils vont que jusqu'à 5. Ça m'intéresse. Monsieur Boad? Il faudrait qu'on s'y mette quand même. Hein. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Paul. Vous m'envoyez un petit message sur Je vais vous voir après. Hein. Bah, vous venez. Merci Paul, on se dit à lundi prochain. Allez, avec plaisir. À bientôt. Très bonne semaine. Allez, on part dans le Gard. Allez, je vous propose de retrouver tout de suite notre journaliste Boris Boutet. Il est parti à la rencontre de Jean-Paul Franc, le maire d'Aimargues, en période de confinement. Comment la commune s'organise? Élément de réponse. Et oui, bonsoir Abdel, on est ici à Aimargues sur la place du 8 mai 1945, devant le parvis de la mairie avec le maire Jean-Paul Franc. La première question que j'ai envie de vous poser, monsieur Franc, c'est comment se passe ce second confinement à Aimargues avec des écoles ouvertes? Plus difficile que le premier, puisque au premier tout était fermé, donc on n'a pas eu à mettre le personnel qu'on doit mettre aujourd'hui. Donc on a des difficultés parce qu'on a du personnel qui a aussi la maladie ou des personnels qui est en cas contact par rapport à des familles. Donc c'est difficile. En plus, il y a quand même du travail supplémentaire dans nos écoles et notre crèche, puisque il y a du nettoyage en permanence et de la désinfection à faire. Donc c'est assez compliqué, mais le personnel pour l'instant tient, et j'espère que ça durera comme ça jusqu'à la fin du confinement. Bon, alors j'aimerais vous poser une question également un peu plus politique. On sait que c'était un petit peu compliqué avec la communauté de communes Petite Camargue et notamment le président André Brandu. Il y a eu quelques petits soucis cet été. Vous évoquiez même la volonté de changer de communauté de communes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses se sont un petit peu aplanies? Nous sommes toujours en pleine réflexion. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Paul Franc qui souhaite changer de communauté de communes. Hein. C'est les élus de la majorité. Donc cette volonté, elle existe toujours. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse du courrier qu'on a fait à Rony-Vistre-Vidourle. Mais en tout cas, la volonté est toujours de changer de collectivité. Concernant les relations que je peux avoir avec André Brandu, bien sûr, et Jean Denat d'ailleurs, la confiance n'y est pas, elle n'y est plus, mais alors plus du tout. Donc c'est difficile de travailler dans ces conditions. Mais j'étais présent au comité des maires jeudi, je serai présent au bureau et bien sûr je serai présent au conseil communautaire. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas Jean-Paul Franc, mais c'est Aimargues. Bon, vous nous avez dit que Rony-Vistre-Vidourle n'a pas répondu à votre demande. Est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités, d'autres communautés de communes qui pourraient accueillir Aimargues? Écoutez, je pense à Terre de Camargue, mais bon, après c'est une volonté politique, c'est un choix politique de cette communauté qui, je crois, à un moment donné, était tournée vers le littoral. Je pense qu'Aimargues a des atouts, je ne vais pas les rappeler, mais bon, Aimargues est une commune quand même qui est dynamique. Donc voilà, à un moment donné, de toute façon, on a tout le mandat pour trouver une solution pour partir de la communauté de communes de Petite Camargue. Bon, très bien, affaire à suivre. Merci Jean-Paul Franc. Monsieur Boad, vous comprenez la réaction du maire d'Aimargues, Jean-Paul Franc, qui effectivement, ayant perdu la présidence de la Petite Camargue, se pose la question en fait de quitter la communauté de communes pour aller éventuellement rejoindre une autre communauté de communes? Je ne comprends pas du tout parce que je le comprends encore moins dans la crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes. On n'a pas besoin aujourd'hui de bagarres de politique politicienne.
On a besoin d'une politique d'aménagement du territoire, on a besoin d'accompagner les plus défavorisés, on a besoin de travailler ensemble. Mais moi, si je la travaille, confiance, je elle est travaille, plus là. je travaille. Parce Moi, qu'il je a travaillais dit que la pendant 5 confiance, elle ans. est plus là. Mais ce n'est pas une question de confiance. Moi, je travaillais avec 5 ans avec des hommes et des femmes qui n'ont pas la même sensibilité politique que moi. Je travaillais pour les 750 000 Gardois. Je n'ai pas travaillé pour mon ambition perso. Et c'est ça qui me choque un petit peu dans sa décision. Mais bon, je la respecte. Merci Monsieur Boisdin, on vous retrouve dans quelques instants. Et oui, parce que c'est déjà la fin de 19h le live, mais uniquement la première partie. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour 19h le live. La suite, on va recevoir Hervé-Georges Bascou, l'avocat nîmois, spécialiste en droit du travail. Il viendra nous parler de l'obligation du télétravail dans les entreprises. Monsieur Boisdin reste avec nous également en plateau. Et vous aurez comme chaque soir les coups de cœur culture de notre journaliste Thierry Allard et la météo de demain. A tout de suite sur Objectif Gare.